Là, c'est très bien. Bonjour Moi, à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau live de Comment parler. Une fois par mois, on se retrouve avec une invitée et un invité pour décortiquer des situations de dialogue un peu difficiles. On a par le passé parlé de dialoguer avec des personnes qui croient dans la théorie du complot, ou encore du sujet délicat comme le conflit israélo-palestinien, de religion au travail aussi. Et aujourd'hui, on va parler avec Marion Genèvre de comment est-ce qu'on fait pour engager le dialogue dans des contextes d'inégalité, dans des contextes de disparité de pouvoir, peut-être d'argent, peut-être de compétences aussi. On va essayer d'explorer différents types de disparités ensemble. Et comment est-ce qu'on peut résoudre ces dilemmes, ces difficultés qu'on peut avoir parfois à engager le dialogue dans ces contextes. Je suis Peter Marette et si vous voulez continuer d'en savoir un peu plus sur ce que je fais, n'hésitez pas à aller sur débatologie.com, vous trouverez des liens et notamment un lien vers mon blog avec des articles toutes les 2 semaines sur des sujets du dialogue et du débat. Bye en Genève, du coup, qu'on reçoit aujourd'hui. On va discuter tranquillement pendant 1 heure. C'est l'heure du midi. L'heure du midi, vous pouvez donc manger. On vous voit pas. Voilà, on vous jugera pas si vous êtes en train de manger quelque chose et nous écouter. Vous pouvez aussi aller dans les commentaires de cette vidéo et tout de suite de mettre vos questions, mettre vos idées. Tant que vous nous insultez pas, a priori, tout est acceptable. J'essaierai moi de me faire le relais de tout ça pendant 7 heures. Voilà, si vous avez des choses à dire, des questions à poser. Si vous inquiétez que vous devez partir au milieu, au caucase, vous inquiétez pas. Dans ce même lien, il y aura un replay automatique qui va se mettre juste à la fin de l'heure. Maï en Genève, philosophe, cofondatrice du cabinet de conseil TAE, donc à la fois philosophe qui connaît bien ses classiques et en même temps qui connaît aussi le monde de l'entreprise, qui sait comment y intervenir et quels sont les enjeux du dialogue dans ce contexte. Tu es autrice de Savons-nous encore dialoguer? La même année, chez un autre éditeur, tu es aussi en train de sortir un autre livre, Le courage de décider. Donc un sur le dialogue, un sur la décision. Je pense que c'est pas pour rien. On en reparlera si tu veux un peu du lien entre les deux thématiques. Et donc j'ai un grand plaisir à te recevoir aujourd'hui parce que je t'ai croisé dans une table ronde à la Maison de la Conversation. Alors croisé, c'était un peu fortuit que je sois là, on m'a demandé à la dernière minute de venir aider à faciliter. Tu étais dans le panel, on parlait de polarisation politique, un sujet évidemment qui me tient très à cœur, et tu nous as rappelé quelques essentiels des apports de la philosophie sur la question du dialogue citoyen notamment. Marianne Genève, est-ce que je t'ai bien présenté? Est-ce que j'ai dit des bêtises? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? C'est parfait, Peter. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous et merci pour ton invitation. J'ai hâte qu'on rentre en dialogue. Ouais, magnifique, on va faire ça très bien et bienvenue à tout le monde qui se joint à nous petit à petit dans ce live. Alors, comme je disais, tu es autrice, tu viens là de commettre 2 livres qui sortent presque en même temps ou en même temps que quasiment là, si je dis Alors, pas Le de courage bêtises. de décider, pour être très précise, Ah, c'est une réédition, enfin, c'est ah une d'accord. vision, une version, pardon, revisitée d'une première édition qui était parue en 2021 et je l'ai coécrit avec mon associé. Donc, voilà, j'ai pas encore la capacité de produire 2 livres en même temps, même si j'aimerais bien, mais voilà, pour être très exact, alors que Savons-nous encore dialoguer, effectivement, je suis seule à l'avoir écrit et il est bien paru en ce début d'année. Ah super, ok, bah ça explique un peu plus que moi qui suis en train d'écrire un livre, je me dis comment t'as bien pu faire pour en écrire 2 en même temps. Tu as Euh, la réponse. J'ai la réponse, donc ok, très bien, c'est très bien. Pour les personnes qui regardent le live, je suis en train de vous montrer en même temps les 2 couvertures, comme ça, si vous voulez aller les acheter, c'est le moment, n'hésitez pas. Le courage de décider, 2e édition, du coup, on le voit bien, et savons-nous encore dialoguer. Et donc, tu commets, enfin, avec ta consoeur aussi, avec ta collègue, tu commets un de ces ouvrages et donc celui-ci sur le dialogue. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait se poser cette question ou identifier ce besoin aujourd'hui de parler du dialogue, de poser cette question, comme tu le fais dans ton livre, Savons-nous encore dialoguer? Qu'est-ce qui t'a amené à poser ce sujet-là aujourd'hui? Oui. Écoute, je pense que enfin, moi, j'ai identifié 3 raisons principales. La je C'est pas dans l'ordre, hein, parce qu'en réalité, ces 3 raisons ont la même importance à mes yeux. Mais peut-être la première parce que c'est celle que tu as évoquée, la polarisation croissante qu'on voit dans nos sociétés. Voilà, cette manière de cliver vraiment les opinions, de créer des clans,
Le phénomène aussi des bulles cognitives sur les réseaux qui, enferment de plus en plus, chacun dans, son référentiel. Et donc j'ai pu observer effectivement que ça rendait très, difficile, les conversations, les dialogues sur nos enjeux de société. Je ne vais pas rentrer dans une comparaison avec le passé, c'est-à-dire moi je suis pas là pour dire si on savait mieux, dialoguer avant qu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, je ne sais pas et en réalité, on m'a déjà demandé: «Mais alors savons-nous encore dialoguer? C'est le titre de votre livre, est-ce que oui ou non?» Mais pour répondre à cette question, il faudrait en partie se comparer au passé, et moi, j'aime répondre à ma propre question en disant: «L'avons-nous jamais su?» Voilà, je Mmh, pense qu'en fait, le dialogue, c'est un défi qui a été de tout temps et ce que j'observe simplement, c'est que c'est un défi particulièrement marqué aujourd'hui, dans le contexte sociétal qui est le nôtre. Donc ça, c'est la première raison, cette, polarisation de plus en plus marquée, des opinions qui fait que j'ai observé dans tout un tas de situations que c'était impossible d'évoquer certains sujets, voilà, ou en tout cas très compliqués. Compliqué de les évoquer de manière constructive, en tout cas. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que, comme tu le disais, il se trouve que moi, j'interviens, depuis une quinzaine d'années dans les organisations et que ces dernières années, on nous a de plus en plus interpellés sur la difficulté à créer de la coopération, au sein des équipes, entre équipes, voilà. Donc c'est comme s'il y avait de plus en plus on accusait un manque ou un défaut de coopération, avec une difficulté à comprendre pourquoi c'est si difficile de coopérer alors que tout le monde dit que la coopération, c'est super chouette. Voilà, donc sur le papier, c'est formidable. Dans la vraie vie, personne n'y arrive. Et donc, évidemment, ça pose question. Qu'est-ce qui fait que quelque chose qu'on trouve si désirable soit si compliqué à mettre mmh, en place? Et donc, il y a évidemment un lien entre dialogue et coopération. Donc, moi, c'est aussi une des raisons qui m'a donné envie d'écrire sur le dialogue. C'est qu'est-ce qui fait que quand on est pris dans un contexte professionnel, c'est plus ou moins facile d'avoir des dialogues authentiques et donc de favoriser la coopération. Et la troisième raison, c'est une raison toute personnelle, assez intime, je dois dire, qui est que, voilà, moi, je suis, très sensible à la rupture du lien, mmh, à la rupture du lien faute d'avoir pu se parler. C'est quelque chose qui, je pense, a dû me toucher dans mon histoire ou qui me préoccupe beaucoup. Et donc j'ai beaucoup de mal à me résoudre au fait que, faute d'avoir pu dialoguer, on perde des liens. Voilà, mmh. donc je me suis dit: «C'est pas possible, il doit y avoir une issue» et donc et pour moi cette issue, c'est le dialogue. Mais encore une fois, de la même manière que pour la coopération, pourquoi c'est si difficile de dialoguer, y compris et parfois surtout avec nos proches? Mmh. Voilà. Ouais, j'adore ce que tu viens de dire, Marion. En anglais, on dirait it hits home. Ça me touche particulièrement ce que tu dis parce que je pense que dans le monde du dialogue et de la coopération, on est nombreux à voir cette difficulté aussi. Parfois à lâcher, à dire il n'est plus le temps du dialogue. Euh, et en même temps, l'espoir du dialogue qu'on va susciter, tous les mécanismes, les techniques qu'on va essayer de mettre en jeu. Et c'est vrai que l'un de nos angles morts, ça peut aussi être l'angle de peut-être qu'il est temps d'arrêter, peut-être qu'il y a certains moments où le dialogue n'est plus approprié. Moi, j'ai du mal à y Mmh. croire. Je comprends que tu as ton scepticisme aussi parce que je le partage. Et en même temps, c'est peut-être un angle mort que certains d'entre nous peuvent avoir. Mais bon, c'est un sujet plus, voilà, assez complexe, Non, mais mais c'est intéressant, on aura peut-être l'occasion d'y ouais. revenir, mais c'est vrai que moi, je me suis un petit peu penchée aussi dans l'essai sur, à la fois les conditions du dialogue et ses limites. Tu vois, quand tu dis: «Est-ce qu'il y a un temps pour le dialogue?» et puis il y a un moment où c'est plus le moment, où c'est pas le moment, enfin, tu vois, c'est une vraie question Mm, de savoir est-ce qu'on peut dialoguer avec tout le monde, de tout, tout le temps? Enfin, tu vois, voilà et donc c'est vrai que tant qu'on ne s'est pas posé sur, qu'on n'a pas regardé quelles étaient les conditions du dialogue, à la fois en termes de posture personnelle et de cadre, c'est sûr que, on peut avoir, des déceptions et parfois même prendre des risques, qui n'en valent pas la peine, quoi. ouais, Donc voilà, c'est un vrai sujet et peut-être pour ajouter parce que, c'était aussi une de mes motivations, en écrivant ce livre. Ce qui m'a interpellée, c'est le manque d'intérêt pour cette question du mm, dialogue, d'une manière générale. Alors c'est pas ton cas puisque ça t'anime autant que moi. Mais je me suis dit: «Mais je ne comprends pas comment on peut, porter aussi peu d'intérêt à une expérience, qui est, tellement déterminante à mm, la fois, pour, notre humanité et pour, notre société». C'est vrai ouais. que
Tu vois? Moi, j'entends souvent dire, quand je parle du dialogue, les plus cyniques me disent: «Non, mais ça, c'est un truc de gentil, quoi». Voilà, le dialogue, c'est pour les gentils, c'est un truc de bisounours, dans notre société, enfin, tu vois, il y a pas de temps pour ça, il y a pas la place pour ça, et puis souvent, on reproche au dialogue son manque d'efficacité, notamment dans les organisations. Il y a pas le temps, en fait, Mmh mh. pour, parler. Enfin, voilà, on est là pour produire, et on se parle que quand il faut absolument se parler, et encore, quand on arrive à se parler, c'est souvent très mal. Voilà, donc Mmh. voilà, Ouais, pour aller dans ton c'est sens, c'est un gros sujet. ouais, c'est un paradigme, que je trouve assez génial et ça me permet de venir, sur ma 2e question. Ça veut dire, est-ce qu'on arrive à bien distinguer ces différents types, de dialogue ou de discussion? Parce que toi, tu parles beaucoup de dialogue et dans ce petit monde, on va dire, de personnes qui s'intéressent à la coopération, c'est souvent le terme qui est privilégié, que moi j'entends beaucoup et je me fais pas mal attaquer parce que moi j'utilise le mot débat, énormément. En partie parce que je viens de l'école de la rhétorique et c'est plutôt celle qui m'a formé, mais aussi parce que je pense qu'il y a quelque chose, de moins bisounours dans ce qu'on imagine dans le débat, et donc ça permet de faire passer des messages à des personnes qui seraient pas ouverts à la question du dialogue. Donc ça, c'est mon côté presque plus manipulateur qui joue, mais en tout cas, cadrant. Voilà, je cadre la discussion autour de ça. Mais il y a aussi quand même une autre dimension, qui est que pour moi, dans le débat, par exemple, il y a une acceptation du désaccord. C'est de voir le désaccord et l'existence et la permanence du désaccord comme quelque chose de fructueux. Une forme de pluralisme, si j'utilise des gros mots, le pluralisme épistémique, tu vois, c'est voilà, les cheminements qui nous amènent à croire les choses, ils sont pluriels, ils sont infiniment pluriels, et ça c'est une richesse en soi, et le fait qu'on puisse pas les réconcilier parfaitement, c'est normal. Et Mmh. chercher à le faire, c'est presque illusoire. Et donc, j'aime bien la question du débat dans ce sens-là, mais on pourrait aussi parler d'échange. Je travaille aussi beaucoup sur la négociation, où là, on va plutôt se dire, bon, on n'a pas besoin d'être d'accord sur tout, mais on va se mettre d'accord sur quelque chose qui nous apporte de la valeur, qui nous satisfait. Toi, comment tu te places sur ces questions? Est-ce que tu es très attaché au terme dialoguer? Si oui, pourquoi? Est-ce que tu es attaché à d'autres termes? Voilà, ça m'intéresse de Mmh. d'en savoir un peu plus. Ouais, je me souviens très bien quand on s'est rencontrés de t'avoir moi-même interpellée sur le choix de la débatologie, parce qu'en fait, je trouvais que tu parlais du débat dans des termes qui me semblaient plus proches du dialogue, que, de ceux du débat, et tu m'avais effectivement, expliqué, un petit peu ton parti pris. Moi, je tiens beaucoup, au terme de dialogue. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce que tu dis que tu as choisi à dessein le terme de débat pour aller embarquer des personnes qui effectivement pourraient trouver le terme de dialogue, un peu trop mou, enfin, tu vois? Et donc je me dis: «Tiens, est-ce que il y a dans le débat une forme de virilité?» Tu vois? Enfin, voilà, qui, séduit, Peut-être. les personnes qui ont besoin, tu vois? Qui ont besoin, de voilà, d'être au contact de ce rapport de force, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui m'a interpellée dans ce que tu disais, et en fait, ça c'est super parce que voilà, c'est vraiment comme ça le dialogue, c'est qu'on découvre, chemin faisant, enfin chemin parlant, des idées. Tu dis qu'au fond, ce que tu aimes dans le débat, c'est que, on accepte le désaccord, et qu'on en fait non seulement on l'accepte, mais on en explore la richesse. Heu et en t'écoutant, je me disais: «Tiens, c'est vrai qu'en fait, il ne peut pas y avoir de débat s'il n'y a pas de désaccord». En fait, le débat n'a de sens que s'il y a un désaccord, que s'il y a une rencontre entre, différents points de vue, et c'est peut-être une des choses qui distingue le débat du dialogue. C'est qu'en fait, on peut tout à fait dialoguer hors situation de désaccord. Ce qu'on ne peut pas faire en débattant. Enfin, je veux dire, on n'imagine pas un débat entre des Mmh. personnes qui sont d'accord. Enfin, tu vois? Et donc, enfin, peut-être que tu seras pas d'accord avec moi, mais c'est vrai que je me dis Non! souvent l'idée qu'on se fait Si, je voilà, non, je par suis d'accord avec principe, je toi. ne serais pas d'accord. Voilà. Mais tu vois, l'idée qu'on se fait du débat, c'est qu'il y a des positions, contraires, enfin voilà, parfois adverses, qui se rencontrent, quoi. Alors qu'on peut tout à fait dialoguer, avec, des personnes avec qui, on est d'accord. Enfin, le désaccord n'est pas toujours l'objet du dialogue, voilà. Mmh. Ce qui m'intéresse avec la notion de débat pour continuer de la distinguer, du dialogue, et en même temps faire un point de contact, c'est que bon, dans débat, on a ça vient du latin, enfin, il y a débattre, hein, on garde la notion de battre, donc en fait, on garde un peu la notion de combat, sauf qu'on déplace le combat, c'est plus le combat, physique, enfin, sur du champ de bataille, mais c'est le combat des mots.
d'une certaine manière. Ça, c'est une des étymologies, possibles du débat, mais il y en a une autre qui est aussi le fait de, débattre, comme on dirait, défaire quelque chose, c'est-à-dire cesser de se battre. C'est-à-dire précisément sortir du combat pour, rentrer, sur un autre plan de relation. Donc faire cesser le combat, en fait, débattre, voilà, mettre fin au combat. Et donc je trouve que c'est intéressant parce que là, ça se rapproche beaucoup plus du dialogue qui effectivement, alors le dialogue, ça nous vient du grec, hein, thealogos. Le logos, c'est la parole, la pensée, voilà, et thea, c'est alors à la fois deux, mais c'est surtout entre. Thea, c'est entre, c'est à travers, et j'aime beaucoup, c'est assez poétique parce qu'il y a vraiment l'idée que, dialoguer, c'est accepter de rentrer dans ce qu'il y a entre l'autre et moi, voilà, et d'explorer, de faire une espèce de traversée de la pensée de l'autre, traversée de ma pensée, traversée de notre pensée ensemble. Et moi, j'aime beaucoup cette idée qu'en fait, on ne rentre pas dans un dialogue en sachant déjà tout ce qu'on va dire et en Mmh. sachant déjà tout ce qu'on pense. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, le dialogue, il se caractérise par le fait que, il me révèle un peu à moi-même, quoi. C'est-à-dire qu'en Mmh. dialoguant, d'une certaine manière, je découvre ce que je pense. Je tombe sur ce que je pense, quoi, grâce au dialogue, avec l'autre. Donc, c'est vrai que je tiens particulièrement, à ce terme et à ce qu'il implique en termes de, tu vois, de posture. Je disais que c'était un peu, voilà, un peu exigeant, Ouais. mais, je trouve qu'au début, enfin, peut-être que tu ne seras pas d'accord, mais c'est vrai que les débats qu'on nous offre aujourd'hui, je trouve, sont assez pauvres. Et on se retrouve souvent, à voir des individus qui, en fait, enfin, ne veulent pas renoncer à avoir raison. C'est-à-dire que, enfin, voilà, ils veulent absolument avoir raison, quitte à avoir raison tout seul. Ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est impossible quand on veut vraiment dialoguer. Il faut avoir renoncé à avoir raison tout seul, quoi. Et puis, il y a aussi pas mal dans les débats la tentation de parler pour ne rien dire, quoi. Tu vois? Un Mmh. peu cette alors la tentation de la rhétorique au sens pauvre du terme et au sens, dégradé, tu vois, du Ouais. terme. Voilà. Donc et c'est vrai que pour dialoguer, il faut aussi avoir, renoncé à parler pour ne rien dire. Parce que quand on dialogue, on rentre, c'est vraiment ce que nous disait Socrate, hein, dans une quête de sens et une quête de vrai. Voilà. Ouais. Donc on n'est pas là pour blablater, quoi. Ouais, ouais, j'apprécie beaucoup. Enfin, je pense que le, la théorisation du dialogue socratique, une des sources de la philosophie. C'est une façon d'écrire aussi pour les philosophes. Le dialogue, les questions difficiles qui vont nous obliger à justifier nos positions, à aller en profondeur dans les affirmations qu'on va émettre à propos d'un sujet ou d'un autre. Donc le dialogue, c'est le cœur de la philosophie, c'est donc le cœur de la réflexion. Et Mmh. d'ailleurs, ce qui donne vachement raison à cette perspective, je trouve, c'est des travaux en sciences cognitives assez récents, que j'apprécie beaucoup, ceux de Hugo Mercier et Dan Sperber, qui ont démontré que notre capacité d'argumentation, la façon qu'on a donc de dialoguer et d'argumenter les uns avec les autres, c'est une méthode qu'on a développée en tant qu'animaux sociaux pour mieux réfléchir, pour mieux penser. Donc, ce qu'on a tous la capacité de décrire assez intuitivement, c'est-à-dire que parfois dans une conversation, on se trouve des nouvelles idées, on imagine, on affine nos positions, on change d'avis. Bah, c'est la fabrique même de l'humain que de fonctionner ainsi. Mmh. Et donc, Mmh. c'est pour ça que, comme toi, je suis très inquiet quand on coupe tout dialogue, même si c'est sous la forme d'un débat, ce qui peut-être pas le plus profond, mais qui est au moins un début de conversation. Je suis très inquiet de ça parce que ça veut dire qu'on va être plus stupide en fait. On va juste prendre de moins bonnes Totalement. décisions. On va juste être plus con. Mmh. Donc, et c'est une mécanique qui est indissociable de l'humain. Voilà, on peut pas faire ça. On ne sait pas faire ça. Nos cerveaux n'ont pas évolué pour faire ça. Et je pense que ça, c'est vraiment l'inquiétude pour moi motrice de mon engagement aussi, et je pense que tu partages. C'est que du coup, l'alternative, c'est quoi? Si on pense moins bien, qu'on partage moins, qu'on discute moins, bah, c'est la guerre. C'est retourner à des états animaux encore plus primaires, qu'on a aussi évolué, dont on a aussi la capacité, qui est de s'entretuer, en espérant que l'un gagne. Et Mmh. souvent à très grand coût, à très grand prix.
pour nous tous et souvent aussi sans, comment dire, victoire définitive. Très Mmh rarement mh. avec un gagnant très clair. Donc, Ouais, tout ça pour ça, quoi. Du coup, tout à fait. moi, c'est un peu dans ce paradigme que je me place aussi. J'ai l'impression que c'est ton cas. C'est, ok, comment est-ce qu'on arrive à remettre en discussion des personnes qui ont décidé de ne plus l'être? Et c'est vrai que parfois, par le débat, je trouve que c'est intéressant parce que on veut bien se confronter à l'autre, qu'on déteste, qu'on haït, si on a l'espoir de l'impacter, de le faire changer d'avis ou d'impacter son public. Mais parfois, c'est impossible d'avoir accès à, à être suffisamment ouvert à l'idée que je puisse moi-même changer d'avis dans cet échange, que je Mmh, puisse mmh, mmh, moi-même euh, être bougé par cet échange. C'est ce qui va arriver. Moi, c'est les débats que je mets en place, ils permettent ça. C'est ce qui va arriver. mmh, Mais c'est pas comme ça que je te le vends. Je dis, mmh, mmh. c'est le meilleur cadre de débat pour que tu puisses impacter l'autre. Et c'est ça que tu veux. Ok, je veux bien venir. Mais c'est intéressant parce Ouais, que ça veut dire que tu vas chercher les gens sur leurs premiers besoins. Leurs premiers besoins, c'est d'exister, c'est d'impacter. Tu vas pas les chercher sur le bénéfice induit du débat qui est que si le débat est bien mené et si c'est un vrai débat et donc ou un vrai dialogue, tout en à fait, fait, de toute façon, tu vas être transformé par l'échange. bien C'est-à-dire que sûr. tu le veuilles ou non d'une certaine manière, tu vas être bougé, tu vas être transformé et je trouve que c'est bon, en réalité, c'est très intelligent d'aller chercher les gens sur leurs premiers besoins. Tu vois, leur premier besoin, c'est pas d'être transformé. Enfin, je veux dire, Non. mais moi, la première, je viens rarement avec la demande d'être, tu vois, métamorphosée ou, tu vois, ou qu'on vienne me faire changer d'avis. Donc, je pense qu'il faut, comment dire, jouer avec ce pli-là de la psychologie humaine. Mais tu vois, en t'entendant poser ce constat et cette inquiétude heu, d'une possible régression en fait, tu vois, de l'humanité, par rapport à sa capacité à penser, et à se relier. Je trouve que c'est extrêmement juste. Je pense que, nos technologies, malheureusement, enfin, tu vois, ne nous aident pas, à Hmm, cultiver notre capacité au débat ou au dialogue. Elles opèrent vraiment un grand détournement, tu vois, d'attention et enfin, voilà, et hmm, elles nous découragent souvent de rentrer dans le débat, de qualité, ou le dialogue et donc c'est vrai on est à un moment de l'histoire où on n'a peut-être jamais été autant dans si tu veux, cette humanité à 2 vitesses avec une humanité qui est, très forte, très développée sur le plan technique et technologique, et comme très en retard, voire régressive sur le plan, de ses capacités, relationnelles, émotionnelles, dialogiques, enfin, tu vois? hmm. Et c'est vrai que c'est bon, voilà, encore une fois, je disais que c'était une des raisons pour lesquelles j'avais écrit sur ce sujet, c'est que, bah, tu vois, typiquement, on nous apprend pas à dialoguer. Hmm. Moi, j'ai pas appris à dialoguer à l'école. J'ai eu la chance d'apprendre un peu dans le cadre de ma famille, mais j'ai Ouais. pas appris à l'école et j'ai certainement pas appris, dans les entreprises. Parce que j'ai travaillé un an enfin, j'ai travaillé un petit peu, en tant que salariée avant de créer, Tae. C'est pas Hmm, là qu'on m'apprend à dialoguer, quoi. hmm. Donc en fait, voilà, c'est pas quelque chose, qu'on juge intéressant, et qu'on juge digne d'apprentissage. Ouais, il y a cette image un peu de la performance individuelle comme le vecteur de la réussite. Et donc, le dialogue, il est relégué, comme tu dis, aux petits bisounours, aux gens qui ont des problèmes mentaux, qui vont chez le psy. Voilà, on va catégoriser le dialogue dans ces dimensions-là. C'est si on y arrive, c'est qu'il y a un problème et qu'on est gentil, parce qu'en vrai, on pourrait juste appeler les avocats, ça irait plus vite. Mmh. Et c'est vrai qu'on en a une vision un peu hyper biaisé. Et ça amène peut-être au sujet du jour, pour pas complètement évincer le sujet du jour, même si on pourrait parler de Mmh. ce sujet-là toute la journée, je suis sûr. Celui des inégalités ou du manque d'égalité Mmh. entre des personnes qui pourraient être amenées à dialoguer. Euh, Toi, comment tu trouves qu'elles se manifestent, ces inégalités? Je t'ai vu parler de la distinction, par exemple, entre pouvoir et puissance. Mmh. Je ne sais pas si c'est une distinction qui est importante pour toi, ou voilà, comment tu vois, toi, ces disparités entre des personnes qui pourraient s'engager dans un dialogue? Mmh.
Bah, peut-être qu'il faut enfin, repartir du principe que enfin, du fait que, en fait, alors les philosophes, ils le gros mot, pardon pour nos auditeurs, mais c'est, sur le plan ontologique, c'est-à-dire sur le plan de l'essence, de notre essence en tant qu'être humain, on est tous égaux. Enfin, ça, c'est ce que vient entériner, voilà, la Constitution, voilà, on est tous, égaux sur le plan de notre essence et sur le plan existentiel. Mais notre société, elle est organisée de telle sorte à ce qu'il y a partout des inégalités, à Mmh, la fois des inégalités matérielles, mais aussi des inégalités de statut. Et il y a tout un tas d'inégalités qui sont consenties et acceptées. Je le dis parce que, en fait, ça me paraît important. Il y a plein de. Il faudrait vraiment distinguer la domination. mmh, Enfin, ce qui est pas OK, c'est les rapports de domination, parce que dans la domination, il y a de l'instrumentalisation de l'autre, c'est-à-dire c'est une inégalité dans laquelle l'autre est infériorisé et instrumentalisé. Bon, donc ça, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas du tout OK. Mais en revanche, la subordination qu'on a dans nos organisations, par exemple, c'est une inégalité, au sens où c'est un rapport hiérarchique, donc il y a une asymétrie entre, les personnes, hem, mais c'est une asymétrie consentie parce que non violente et consentie parce qu'elle permet de, faire fonctionner, le groupe, mmh. tu vois? Et ça, pour moi, c'est important parce que, en fait, pour moi, on m'a souvent demandé: «Mais est-ce qu'on peut dialoguer si on n'est pas à égalité avec l'autre?» C'est ce qui nous avait amené à notre question, Mmh. du jour. Non, moi, j'ai dans les ateliers que j'anime, j'ai des participants qui me disent: «Mais je peux pas on peut pas dialoguer avec son supérieur hiérarchique, parce que de toute façon, au bout du compte, c'est lui qui a raison et c'est lui qui décide», voilà. Heu et en fait, ce que je trouve j'aime bien m'appuyer sur Hannah Arendt pour penser cette complexité-là, parce qu'effectivement, si je prends le cas des entreprises, heu, alors encore une fois, sur le plan ontologique, mon boss ou mon N+1, on est des égaux. C'est-à-dire, il ne vaut pas plus que moi en tant que personne. Mmh. Mais sur le plan, de l'organisation du travail, en fait, il a autorité sur moi et j'aime bien cette notion d'autorité qui a été beaucoup travaillée par Arendt parce qu'elle permet vraiment de comprendre à quelles conditions, même quand un rapport d'inégalité existe, c'est-à-dire même quand il y a une asymétrie qui est institutionnalisée, il y a un dialogue qui est encore possible alors à condition que, et c'est là que c'est important, à condition qu'on ait des supérieurs hiérarchiques, c'est-à-dire qu'on ait des responsables, que les personnes qui font autorité et que les personnes qui ont la responsabilité, elles soient, comment dire? Elles aient une posture qui soit juste sur le plan ontologique. Et ça, c'est le plus difficile, j'ai observé chez les managers, tu vois, et les dirigeants que Mmh. j'accompagne. C'est comment ils, arrivent à continuer de, faire la différence entre leur fonction, Mmh. leur statut social à un moment donné et leur personne. Et comment ils arrivent aussi à rentrer en relation, et en dialogue avec leurs subordonnés en ne perdant pas de vue que dans le cadre de jeu de l'entreprise, c'est effectivement leurs subordonnés, mais sur le plan ontologique, ils ne valent pas plus qu'eux. Mmh. Et en fait, j'ai observé que chez les managers et les dirigeants qui ne perdent pas ça de vue, il n'y a aucun problème pour avoir un espace de dialogue, même s'il y a un temps dédié au dialogue, parce qu'on est bien d'accord qu'il y a toujours un moment où c'est le manager ou le dirigeant qui va trancher en décidant. Mais il y a un espace possible pour le dialogue tant qu'ils ne perdent pas de vue cette distinction. Et par contre, il n'y a pas d'espace possible pour le dialogue quand on se retrouve avec des managers ou des dirigeants qui, en fait, comment dire? Fusionnent totalement avec leur statut Ouais. social, tu vois, de dirigeant à ce moment-là. Je vais essayer de proposer peut-être un, comment dire, un exemple de comment ça peut se manifester si je comprends bien ta distinction. Donc, par exemple, un manager qui, tous les lundis, dirait mon cher équipe, voilà l'objectif de la semaine. Toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Voilà, je distribue les tâches. Vous devez les effectuer. Euh, euh, Débrouillez-vous. Mmh. C'est votre responsabilité. Et si vous venez me voir et que vous avez des questions, etc., bon, à la limite, voilà, je peux à la limite y répondre. Mais le but, c'est que vous puissiez vous débrouiller. Donc moi, j'ai décidé des tâches, je les ai distribuées. Et allez, on y va. Et vous Donc, exécutez. il n'y a pas de discussion sur la stratégie.
et sur la distribution des tâches et leur bonne organisation. Euh, Après, est-ce que la personne manager qui fait ça va tout autant prendre le côté positif, le côté négatif de la responsabilité, c'est-à-dire est-ce que si un jour c'est mal fait ou ça ne marche pas, il va dire c'est ma faute parce que je suis manager, ou est-ce qu'il va remettre sur l'employé? Ça, en effet, ça peut dépendre du manager. Mais on peut imaginer une espèce de... En fait, je dis ça parce que moi, quand je travaille pas mal à l'international, en Asie, je vois beaucoup ce type de management-là qui est très accepté. C'est-à-dire qu'il y a la responsabilité pèse sur les épaules du manager. Il prend toute la responsabilité, positive et négative, et il va dire exactement quoi faire à qui. Et toi, tu as un rôle purement d'exécution et tu n'as pas à penser. Au-delà du reste, il n'y a pas de Mmh. dialogue et de discussion sur qui fait quoi, comment on le fait. Il n'y a aucun dialogue là-dessus. Il n'y en a même pas de possible. T'oses venir me voir et remettre en question, il y a un problème avec mon autorité. Mmh. Par contre, c'est à moi de suffisamment bien te connaître et suffisamment bien connaître tes conditions de travail pour jamais te proposer un truc qui est impossible. Mmh. Sinon, c'est ma responsabilité qui est en jeu. C'est moi qui t'ai mis en péril. Donc je prends la responsabilité. Donc ça, c'est un peu la version, j'ai envie de dire, euh, est-asiatique ou sud-est asiatique du management, qui est parfois un peu déroutante pour les Européens, dans laquelle il n'y a pas de Mmh. dialogue, mais il y a une espèce d'entente tacite que tu vas jamais abuser, et moi je vais faire tout mon possible pour y arriver. Et il y aura la version que tu mets en avant là, qui est, enfin j'ai l'impression en tout cas, que tu mets en avant, c'est, alors discutons de la stratégie, discutons des tâches, discutons des meilleures manières de faire, et puis une fois qu'on a discuté de tout ça, le manager tranche, et il prend la responsabilité de l'action qui va être menée, de la bonne distribution des tâches, de la bonne conduite du travail. Et est-ce que ce serait ça pour toi un type de distinction que tu avais en tête, ou je parle dans le mauvais truc là, je cherche. Non, enfin, en fait, j'avais pas cette distinction en tête, mais elle est pas, mais elle éclaire très bien quand même effectivement, ce que je cherche à dire. En tout cas, tu as raison, il y a un lien entre, notre capacité au dialogue et la conception qu'on s'en fait et notre idée de l'exercice de l'autorité, et du pouvoir, notamment, dans les organisations et de la responsabilité aussi. C'est-à-dire, enfin, je veux dire, qui dit autorité dit responsabilité et donc, en fait, ce que je trouve vraiment frappant aujourd'hui, c'est à quel point c'est difficile pour les dirigeants et les managers. C'est de plus en plus difficile. Alors là, pour le coup, on ne peut pas se tromper en comparant avec les générations passées. Je ne sais pas si nos auditeurs seront d'accord avec nous, mais enfin avec moi en l'occurrence, sur le fait qu'aujourd'hui, l'autorité des dirigeants et des managers est de plus en plus facilement contestée. Alors peut-être qu'elle est contestable, mais de fait, Hmm. moi à l'époque, de mes parents ou en tout cas de mes grands-parents, en fait, on prenait pour acquise la légitimité de l'autorité du chef. Enfin, je veux dire, le chef, c'était le chef et typiquement, on ne discutait pas ses décisions, tu vois? Et là, il y a eu vraiment un mouvement dans nos sociétés, où, on a de plus en plus, besoin, bah, de générer de la discussion sur, le sens des décisions, des actions, enfin voilà, il y a ce besoin qui se fait de plus en plus sentir. Et du coup, je pense qu'il y a un vrai défi qui est de comment, en tant que dirigeant ou manager, je ne ferme pas la porte au dialogue sans que, ça porte atteinte à mon autorité et à la Ouais. légitimité de mon autorité. Parce que souvent, c'est ça qui se passe, c'est si j'ouvre la discussion dans mon équipe, je prête le flanc, enfin, je m'expose à ce que mon autorité soit remise en question, à ce que mon pouvoir soit challengé Hmm. et ça, c'est pas possible. Donc effectivement, il y a parfois des dirigeants et des managers qui, pour ne pas courir ce risque, n'ouvrent pas la porte à la discussion. Il y a ceux qui, tu vois, qui tentent, qui se prennent un peu les pieds dans le tapis et puis il y a ceux qui sont un peu plus outillés, un peu mieux armés et qui arrivent à faire ça très bien. C'est-à-dire à la fois à ménager du dialogue, Hmm. tout en restant dans leur, fonction, d'autorité. Voilà. Ouais. Mais je te rejoins tout à fait là-dessus dans cette observation, et moi je pense que ce qui explique, en tout cas pour ma part, ce besoin de dialogue particulièrement important on va dire dans notre rapport au travail aujourd'hui en Occident, parce que c'est quand même très occidental de ce que je vois, mais c'est pas que une aspiration Mmh. occidentale. C'est aussi né d'une forme de défiance dans l'autorité. En fait, l'autorité, je lui fais confiance,
elle a fait de la merde. Elle n'a pas été à la hauteur. Ou en tout cas, même si c'est pas le cas qu'elle n'a pas été à la hauteur, je m'en fais une Mmh. image qu'elle n'est pas à la hauteur. Alors, Mmh. soit parce qu'elle m'a déçu, soit parce il y en a d'autres qui m'ont déçu, et donc je projette cette déception sur la nouvelle figure d'autorité à laquelle j'ai accès. Mmh. Mais en tous les cas, cette confiance, elle n'est pas admise, elle n'est pas évidente, et elle doit être gagnée, elle doit être, on dirait, Mmh. Tout à fait. earned, voilà. On va devoir la Ouais, gagner. mérité. Et Une ouais, c'est certaine ça, mérité. Et donc, le dirigeant, la dirigeante, manager, est dans cette situation de, attends, en fait, ma position là, qu'on m'a donnée, l'autorité qu'on m'a donnée, en fait, elle n'existe pas. Elle mmh. existe que si je suis capable de faire croire aux autres, entre guillemets, c'est-à-dire de Ouais, générer ouais, la ouais. confiance que les autres auront en moi. Et j'en ai parlé un petit Mmh. peu de ça avec des figures d'autorité dans le contexte militaire. Et ils me donnaient une image que je trouve intéressante. C'est l'image de, si tu dois utiliser tes galons pour te faire respecter, c'est que tu as déjà perdu. Mmh. Parce que tous tes galons, ils sont là pour signaler de la confiance qu'on a en toi et tes compétences. Pas Mmh. l'inverse. C'est pas en soi un gage de. C'est un signal qu'on a testé tes compétences et qu'on a dit, cette personne-là, elle est super bonne et c'est pour ça qu'on lui donne cette autorité. Et Mmh. c'est pas l'inverse. Donc ça veut dire que si tu es une grosse daube et que tu te sens obligé de devoir dire, hey, je suis ton colonel, tu dois suivre mes ordres, c'est que quelque part, Mmh. t'es pas si bon, t'es pas assez bon pour l'être. Mmh. Et donc, il y a cette remise en question permanente. Alors, ça, c'est dans. Je sais pas si dans la réalité des choses, dans l'armée, c'est comme ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on a pu me dire et je trouve que c'est une belle image. Mmh. C'est. euh, Tout se discute en amont, dans la planification d'une intervention, par exemple. On voit quelles sont les qualités de chacun dans l'équipe, comment est-ce qu'on peut faire au mieux pour imaginer un plan d'action. Et quand j'ai cette confiance dans mon équipe, ils savent que je vais jamais les mettre en risque pour rien. Ils savent C'est ça. que je vais pas les envoyer au casse-pipe. Et comme ils le savent, quand je dis un truc, ils posent pas de questions. Parce que Mmh. moi, je les connais, eux, ils me connaissent, ils savent qu'on se fait confiance, on y va. Typiquement, les généraux russes aujourd'hui sont en grande difficulté vis-à-vis de ça. Parce qu'ils envoient littéralement au Mmh. casse-pipe des Mmh. milliers de soldats russes. Et donc, ils ont beaucoup de déserteurs. Ils menacent les déserteurs, etc. Donc là, on se retrouve dans une boucle qui est complètement une boucle autoritaire. Là où on préférerait, même dans le cadre très dur qu'est l'armée, une boucle d'autorité naturelle qui est Mmh. j'ai pleinement confiance en toi et ton leadership et ta capacité de vision globale que moi j'ai pas parce que je suis sur le terrain. Et je sais que tu m'écoutes quand je te fais un feedback. Et ensuite, quand tu me proposes quelque chose, bah, je sais que c'est la bonne chose parce que on l'a fait 10 fois, 15 fois, 20 fois et c'est toujours bien passé et c'était toujours à mon bénéfice aussi. Mmh. Donc, je Mmh. pense que c'est si je suis un manager, moi aujourd'hui, je me dis, c'est ça que je dois atteindre en fait. C'est euh, presque la confiance aveugle. Ça peut paraître mauvais, mais c'est presque ça chez mon équipe. C'est-à-dire Mmh. Mmh. qu'ils aient tellement vu de moi des bonnes décisions que on a cette fluidité dans notre capacité de dialogue et de décision commune. Voilà. Sachant que, les meilleures décisions, sont souvent des décisions qui ont, été éclairées par le collectif. C'est-à-dire, Tout tu à vois? fait. C'est-à-dire, souvent, les dirigeants et les managers, enfin, il y a plein de travaux dans les théories de la décision et notamment, sur les enjeux éthiques des prises de décision qui montrent que si tu décides seul, sans, croiser, les points de vue de ton équipe, notamment, tu as toutes les chances de, prendre la pire décision ou en tout cas la moins bonne, en tout cas d'avoir des angles morts dans ta décision, faute d'avoir fait de la place justement au dialogue avant de trancher. Il y a plein de choses dans ce que tu dis que je trouve hyper intéressant et qu'on peut vraiment relier. Enfin, ça me fait faire plein de liens avec des, avec des idées que j'ai plus ou moins développées dans l'essai. Mais quand tu disais, que tu nous rappelais ce qui se dit un peu dans l'armée, qui est que si tu dois utiliser tes galons pour te faire respecter, c'est que tu as déjà perdu. Mais là, on est en plein dans la distinction entre pouvoir et puissance pour moi. C'est-à-dire, le pouvoir, c'est la démonstration de force, en fait. C'est, tu vois, vraiment, c'est les galons pour moi. Le pouvoir, c'est les galons. Le pouvoir, c'est, je suis ton chef, tu fais ce que je te dis. Le pouvoir, c'est, il y a pas de discussion.
Enfin, fin de la discussion, tu vois? Ou, donc en fait, voilà et la puissance pour moi, c'est je repense à Arendt, hein, vraiment qui dit que, heu, ce qui légitime l'autorité de certaines personnes, c'est justement leur rayonnement. C'est cette puissance, en fait, elle parle pas de puissance à proprement parler, mais c'est ce rayonnement qui vient, à la fois de l'expérience, mais aussi de la confiance, tu vois? Que tu es capable de créer, avec, ceux sur qui tu as, autorité et cette confiance, elle se je suis vraiment en rebond de ce que tu nous disais, Mmh. elle se joue, à travers notamment, com 2 choses que je trouve, très importantes, c'est l'honnêteté intellectuelle, tu vois? Parce que tu disais, en fait, on est dans la défiance aujourd'hui vis-à-vis de nos dirigeants. Bah, oui, parce que, on est aussi en manque d'honnêteté intellectuelle en face, quoi, tu vois? Totalement. Voilà. Donc l'honnêteté intellectuelle, ça veut dire quoi l'honnêteté intellectuelle? Ça veut dire être capable de reconnaître que, on est imparfait, qu'on est faillible, que parfois on se trompe. Et ça, c'est d'autant moins facile, parce qu'il y a pas que des enjeux d'ego, c'est d'autant moins facile qu'il faut aussi se dire que parfois, les managers ou les citoyens attendent de leurs dirigeants qu'ils soient parfaits. Tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, on a aussi la responsabilité de ce qu'on projette sur les personnes qui prennent la responsabilité. C'est ils n'ont pas le droit à l'erreur. S'ils sont là où ils sont, ils n'ont pas le droit à l'erreur, on ne va pas les rater, quoi. Tu vois Mmh. ce que je veux dire? Mmh. Et donc je pense qu'il y a un peu une responsabilité collective de se souvenir que tout dirigeant qu'on soit, on reste un être humain, qui est, faillible, imparfait et donc notre responsabilité collective, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on Mmh. fait de la faillibilité des hommes et des femmes, où qu'on soit d'ailleurs dans l'organisation? Mmh. Ça, je trouve que c'est vraiment un point clé. Je Donc Ouais. ouais. Non, pardon, je repensais justement dans ces figures politiques ou en tout cas des figures d'autorité qui manifestent ce que tu expliques là. Je pense l'ancienne première ministre nouvelle-zélandaise Jacinda Ardern qui s'est fait un peu connaître avec ce style de leadership, vulnérable, euh, très honnête et sincère sur ses imperfections, mais en même temps très compétente, sinon elle ne serait pas là où elle est. En tout cas, Mmh. c'était ce qu'on pouvait observer, ce qu'on pouvait reconnaître dans ce qu'elle fait. Et donc, euh, comme elle-même cultivait cette image, euh, il n'y avait pas de faux semblant. La population est au courant qu'elle a élu un humain faillible, mais qui a de grandes qualités, c'est pour ça qu'elle est là. C'est ça. Et il se trouve que c'est une femme. Bon, super, c'est un très bel exemple de leadership venant d'une femme et on en a besoin. Et, et, euh, et je me dis, c'est un message pour tous les dirigeants et dirigeantes ici, ou managers qui pourraient écouter, que vous n'êtes pas obligé d'être l'image d'infaillibilité, de perfection que vous pensez être obligé d'être face à la responsabilité, la dure responsabilité des personnes que vous avez. Comme un parent, même si évidemment c'est une comparaison hasardeuse, mais comme un parent avec ses enfants n'a pas à être d'une totale perfection parce que c'est presque mal apprendre à ses enfants sur la réalité de la condition humaine, et puis certainement qu'ils découvriront plus tard que vous ne l'êtes pas, parce qu'ils découvriront forcément à un moment donné, et ben, un manager, un dirigeant, peu importe, doit aussi tout de suite, dès le début, projeter cette réalité et dire, bah, en fait, non, je suis pas parfait. J'ai C'est des ça. idées, je pense qu'elles peuvent nous être utiles, et si vous y croyez, votez pour moi. Et si vous y croyez, on Exactement. y va ensemble. Et une fois qu'on a fait ça, en face, il n'y aura pas de faux semblant, il n'y aura pas de croyance que la personne est parfaite, et donc quand l'imperfection ressortira au grand jour, on vous excusera d'autant plus facilement. Et Exactement. je pense qu'on on est vraiment dans cette difficulté-là aujourd'hui, surtout avec l'image publique qu'on doit cultiver, qu'on se sent obligé de cultiver, qui se doit d'être tout le temps un peu parfaite, radieuse, etc. En fait, en la cultivant ainsi, on est aussi en train d'envoyer un signal aux gens que, euh, quelque part, si on fait ne serait-ce que une mini bêtise, ils doivent nous pointer du doigt. Et comme on réagit euh, énormément à ces petits pointages de doigts, par exemple en s'excusant platement dès qu'on a fait une micro-erreur, c'est quelque chose qu'on voit pas mal chez les influenceurs, par exemple, qui ont une grande image publique. Ils construisent cette image de perfection,
Du coup, chaque micro-imperfection est sujet à une grande excuse, à une grande vidéo de 25 minutes où je dis, tout mon antiracisme, par exemple, ou tout mon discours pro-LGBT, ou toutes les petites choses sur lesquelles on pourrait m'attaquer. Alors qu'en fait, non, je suis un humain, enfin, parfois je dis des bêtises et je suis désolé. Et malheureusement, il faut pouvoir s'habituer à cette, cette réalité-là parce que Oui, je suis un humain, quoi, c'est en ça, fait. c'est ça. Et, Ouais, et, et c'est vraiment pour moi une des clés importantes du dialogue, comme tu dis très tout à bien, hein, fait, c'est d'accepter cette faillibilité, cette imperfection, et ça fait partie de la démarche. Et si on n'a pas cette capacité d'accepter ça, en fait, le dialogue, il est impossible, parce que attendre la perfection de chaque dialogue, mais on va jamais arriver. Forcément, on va dire des tout à conneries. fait, C'est obligé. tout à fait, Et c'est pas grave, ça veut pas dire qu'on est méchant. C'est la démarche, c'est le principe. Et je pense tout à que fait. ça fait partie aussi des problèmes auxquels on fait face. Tout à fait. Non, non, mais c'est vrai qu'on pourrait résumer en disant qu'au fond, heu, il y a pas de dialogue possible, si, on n'accepte pas d'être, imparfait mais légitime ou imparfait et légitime, tu vois? C'est-à-dire qu'il faut pouvoir tenir Hmm, les 2 ensemble. C'est pas parce que je suis imparfait que j'ai pas de légitimité dans ma fonction et en dehors de toute fonction d'ailleurs, c'est pas parce que je suis imparfait que je suis pas légitime à dire ce que j'ai à dire dans un dialogue, par exemple. Voilà et ça, je pense qu'effectivement, c'est, c'est absolument clé et il y a beaucoup de dialogues qui n'ont pas lieu hmm, parce que les personnes ont peur de s'exposer effectivement au jugement, à la remise en question de leur légitimité, voire, de leur autorité. Hem et je pense que c'est un énorme c'est vraiment un des plus grands défis, qu'on a aujourd'hui et tu as raison, ça va de l'éducation, à la gouvernance, hein. Enfin, je veux dire, vraiment ça traverse toutes les couches de la société. Moi, j'ai voilà, encore une fois, j'ai beaucoup de hmm. managers qui me disent: «Moi, j'ose pas ouvrir le dialogue parce que j'ai l'impression que ça va me mettre en situation de devoir me justifier». Ouais. Voilà et donc c'est comment, tu vois, comment on fait en sorte que nos dialogues soient pas, des moments où en fait, on a des comptes à rendre quoi, tu vois? Qu'on sorte un peu, qu'on rentre pas dans des dialogues qui soient des procès des uns et des autres et qu'on soit vraiment dans, voilà, l'exploration, du sens. Comment c'est des moments où en fait on arrive à se mettre d'accord sur le réel, ça c'est un énorme défi. Tu vois? Se mettre d'accord sur le Hmm, réel. Donc voilà, c'est vrai que et je pense qu'en fait, on sous-estime à quel point l'absence de dialogue peut être coûteux pour un dirigeant, hmm, je veux dire un ou un manager. Un manager ou un dirigeant, qui n'a aucun espace de dialogue avec ses collaborateurs, bah, c'est simple en fait, il est hors sol. hmm, Il est complètement déconnecté du réel, de son entreprise, de son équipe, enfin, tu vois? Et hmm, donc, ça favorise beaucoup, ce que il y a 2 théoriciens, enfin 2 chercheurs de l'université de Lausanne qui ont, théorisé, ils ont créé le concept d'aveuglement éthique. hmm, Parce que voilà, il y a des situations, sous certaines, dans certaines circonstances, sous certaines pressions, bah, tu vas perdre l'accès momentanément, tu vas perdre l'accès à tes valeurs, tu vois? À ton cadre, tes valeurs de référence hmm, et donc tu vas décider, en étant coupé de ce cadre de référence, éthique, hem et le truc, c'est que, si, il y a pas d'espace de dialogue, avec ton entourage, tu as toutes les chances d'être, victime de cet aveuglement éthique, en fait. hmm, Donc c'est double peine, hein. Enfin, c'est vraiment, voilà. Mais c'est difficile. C'est difficile, c'est pas impossible. Moi, j'ai souvenir, tu prenais l'exemple de, Jacinda Ardern, c'est ça? hmm, Et c'est vrai que, moi, j'ai souvenir d'avoir accompagné une équipe chez Dassault Aviation. Pourtant, c'est un milieu dur, tu vois? C'est un milieu d'hommes, il y a des enjeux, forts. Et j'ai souvenir de ce dirigeant, voilà, parce on l'a accompagné lui et son équipe, avec des moments, vraiment extraordinaires, en atelier où, il se laissait interpeller par son équipe, sans qu'on vire dans le procès, dans son procès, voilà, c'est la faute au chef, quoi. Enfin, tu vois? hmm, Sans qu'on tombe dans une déresponsabilisation de l'équipe hmm, qui serait trop contente de trouver dans son chef un bouc émissaire. On a vraiment réussi à trouver un juste endroit où, voilà, le chef pouvait se laisser interpeller, interpeller à son tour, en trouvant cette espèce quand même, en retrouvant, si tu veux, c'est ça qui était génial, en retrouvant, même dans le cadre de jeu de l'entreprise, le plan de l'égalité ontologique, justement. Tu hmm. vois, c'était génial. C'était exactement ça qui était en train de se passer. Et Ouais. donc,
Je dis pas que c'est facile d'accéder à cet endroit-là, mais c'est pas impossible. Ouais. Voilà. Oui, j'essaie de me l'imaginer et j'imagine que ça prend une forme du type, je vais te poser des questions, je vais te donner des conseils, je vais donner mon avis, au chef, mais le faire en ayant conscience du poids de la responsabilité qu'il a Mmh, et de la complexité auquel il doit faire face, ou il ou elle doit faire face. Et du coup, ça prend un tout ordre, un total autre mesure quand je lui parle. C'est pas euh, euh, tu ne te rends pas compte de ce qu'il y a sur le terrain. C'est voilà ce qu'on vit sur le terrain et je m'inquiète que ça ne te permet pas d'accomplir l'objectif que tu avais mis en avant au début du trimestre, en mmh, début d'année. Et du coup, je me dis comment on pourrait l'accomplir cet objectif mieux vu ce qui se passe sur le terrain. c'est ça. Et donc j'ai conscience de tes enjeux et de tes besoins. J'ai Mmh, conscience aussi de ma place et de mon apport, de ce que je peux apporter à la discussion, et je vais cadrer ça dans ce cadre-là. Et d'expérience, pour aussi accompagner pas mal et coacher des gens sur ces sujets-là, ça marche hyper bien, parce qu'en fait, le dirigeant, il ouais. veut que ça. Il en a marre Mmh, des gens qui viennent le voir pour se plaindre, parce que c'est ce qu'il voit beaucoup aussi. Et à mmh, côté de ça, quelqu'un qui vient le voir lui dit, j'ai vu un truc sur le terrain, ça met en péril notre objectif, qui est important pour ton mmh, reporting à toi, pour ton COMEX à toi, mmh, euh, je vais t'aider à l'accomplir. Et voilà l'idée que j'ai, qu'est-ce que t'en penses? Et, mmh, et là, la nature du dialogue est très différente parce que, en fait, on ouvre la porte à un bénéfice mutuel. Alors que quand on vient en pensant que le pouvoir de l'interlocuteur qui a le pouvoir, donc par exemple le manager, le mmh, dirigeant, mais ça pourrait même s'appliquer avec un policier, par exemple. N'importe quelle figure mmh, qui a un pouvoir, si je viens le voir et que je suis uniquement dans la revendication de la complainte, mmh, bah, ça va être très tentant pour la personne, à moins qu'elle soit particulièrement bien équipée psychologiquement, ça va être très tentant pour elle d'exercer ce pouvoir, vu que c'est ça qu'on adresse, quelque part. tout à fait. C'est mais tu te rends compte, c'est abusé, etc. Bah, tu sais quoi, c'est moi le chef. Bah, Oui, parce c'est qu'en ça. en fait, c'est exactement ce qu'on appelle par ce type de revendication. Alors que de dire, moi j'ai remarqué ça, je m'inquiète pour les équipes et ce qu'elles sont capables d'accomplir par rapport aux objectifs que tu as fixés. OK, on est dans le même bateau en fait. Le Ouais, policier complètement. qui arrête la circulation et qui dit, «Tout le monde dégagez, dégagez, il y a rien à voir». Peut-être qu'il a pas conscience qu'il peut pas avoir conscience de tout, que, il y a une personne là en difficulté ou qu'il y a un autre risque qu'il a pas vu et donc aller le voir, il dit: «Ah je comprends, vous essayez de sécuriser les lieux, mais là il y a telle chose qui se passe, peut-être que vous l'avez pas vu» et là la nature de la discussion, ce sera très différente. Pour l'avoir fait plusieurs fois, Tout à fait. je peux en témoin aussi. Donc c'est je Ouais. trouve ça assez intéressant de se dire, quand j'aborde le dialogue avec une figure d'autorité, il faut que je parle à cette autorité et pas que je parle au pouvoir. Il faut que je parle à la Mmh, puissance et pas au exactement. pouvoir. Si je Exactement. comprends. Ouais. C'est exactement ça et en d'autres termes, ça veut dire que, il faut que j'arrive, à m'adresser à la personne derrière le rôle. Mmh. Parce que Mmh. sinon, en fait, on est de rôle de statut à statut, quoi. Toi, tu es le chef, moi le C'est ça. subordonné, toi, tu es l'autorité, moi je suis l'exécutant. Bon, OK, ça, c'est le cadre de jeu, et on en a besoin pour que ça fonctionne. Mais en fait, c'est comment on arrive aussi, à certains moments, à faire tomber les masques, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire à sortir des jeux de rôle, des jeux d'acteurs, tu vois? Et comment on arrive à aller chercher la personne, derrière son rôle, et comment moi aussi je m'exprime en tant que personne qui respecte l'autre, et qui a envie d'être respectée tout autant. C'est vrai que je l'évoque très rapidement dans le livre, mais ce que tu décrivais, ce que tu illustrais, très bien, c'est que souvent, en fait, on vient s'interpeller, un peu sur le mode de la violence relationnelle en réalité. Mmh. C'est-à-dire que plutôt que de parler de ses besoins ou des craintes qu'on a, en fait, on vient attaquer l'autre, on vient le culpabiliser, tu vois? Et ça vaut dans les 2 sens, hein. Enfin, je veux dire, Mmh. des managers vers leurs managers et Tout des à fait. managers vers les managés, hein. Ça, c'est on est tous, logés à la même enseigne pour ça. Donc je pense qu'en fait, c'est ça, le défi, c'est vraiment, comment tout en respectant les rôles parce qu'encore une fois, on en a besoin pour que ça fonctionne, en fait. C'est comme un grand théâtre, où on s'est mis d'accord sur cette répartition des rôles et on a besoin de cette répartition des rôles pour que ça fonctionne.
Donc tout en respectant le cadre, on arrive à rester une personne qui s'adresse à une personne. Voilà. Et ça s'apprend en fait. Ça s'apprend et encore une fois, ça s'entraîne, voilà, Mmh, et mais le fait est que, je pense que c'est faute de cet apprentissage qu'il y a effectivement plein de situations d'inégalité qui empêchent le dialogue. Alors qu'au fond, en réalité, moi, je suis convaincue qu'aucune égalité mmh, n'empêche par principe le dialogue. En fait, il n'y a que nos limites personnelles qui empêchent le dialogue. mmh, Mais il y a aucune inégalité qui, de facto, empêche le dialogue. En fait, un dialogue n'est empêché que parce qu'on le veut bien, quoi. Voilà. Ou plutôt parce qu'on ne veut pas qu'il ait lieu. Donc, je pense que vraiment, tu vois, y compris même des inégalités, encore une fois, matérielles. Je veux dire, mmh, il y a des contextes rares où tu peux réunir, des personnes, très des gens qui auraient des conflits d'intérêts parce que des très riches avec, des très pauvres. Mais en fait, si tu arrives à les relier en humanité, donc encore une fois, de personne à personne, mais il se passe des choses extraordinaires. Et moi, j'ai la chance, notamment, dans un cadre associatif, de pouvoir, être dans des cercles où il y a des gens, qui ont réussi dans la vie, qui sont très aisés et des gens qui sont dans une galère pas possible, qui savent même pas lire et ce qui peut se passer entre ces mmh, personnes-là quand on arrive à les relier en humanité, mais enfin, je veux dire, c'est extrêmement émouvant. mmh, mmh, mmh. Voilà. Je j'apprécie beaucoup ce que tu dis parce que je pense que dans la modélisation des rapports de pouvoir, il y a un énorme angle mort qui est exactement ce que tu décris là. C'est euh, euh, tout ce que la psychologie humaine nous impose d'être Mmh. lorsqu'on est en vulnérabilité les uns avec les autres. Donc c'est-à-dire que oui, ok, il y a des rapports de pouvoir, ils existent dans la société, ils sont organisés. C'est vrai. Et un regard de sociologue, un prisme de théoricien critique nous dirait c'est que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Mmh. Sauf que je suis désolé de dire, mais non, il n'y a pas que ça qui compte. Parce qu'on le voit tout le temps, et tu en as donné un très bon exemple, des situations où, clairement, malgré ou bon gré des rapports de pouvoir, les personnes agissent à l'encontre de ce que ces rapports leur dictent. La domination, parfois s'inverse, parfois les personnes laissent complètement tomber leur pouvoir. Donc comment ça se fait? Comment on l'explique ça? Comment on l'observe? Et puis surtout, quel est le processus? Et ce que tu dis, décris est tout à fait juste, c'est que quand il y a une mise en vulnérabilité mutuelle, lorsqu'on se connecte humainement l'un à l'autre, tout ça explose en vol, en fait. Tous les rapports de pouvoir, ils Mmh. pètent. Mmh. Et tout d'un coup, Mmh. on est dans le qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Mmh. Mmh. Heu, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation où toi tu souffres et du coup moi je souffre un peu à travers toi parce que j'ai de l'empathie, de la compassion et ça c'est, que je le veuille ou Mmh. non, à part, peut-être 1 de la population qui est psychopathique, sinon, on l'a tous en fait. Donc, Mmh. et c'est un magnifique message d'espoir que de dire, en fait, toutes ces personnes-là que vous croyez, dont vous croyez qu'il est impossible, avec lesquelles vous croyez qu'il est impossible de dialoguer, en fait, ce sont des personnes qui n'attendent qu'une chose, c'est que, ils n'attendent pas consciemment, mais en tout cas, qui ont la C'est ça. capacité de se connecter avec vous en vulnérabilité émotionnelle et humaine, et que si Mmh. vous arrivez à le faire, ils deviennent malléables, bien au-delà des rapports de pouvoir, il y a des études notamment assez connues qui ont été faites au Mexique là-dessus sur les personnes qui sont pris kidnappées et pris en otage, parce qu'il y a malheureusement un volume énorme de personnes qui est considéré par ça, avec des contextes qui sont terrifiants, évidemment aussi beaucoup de morts, hein, ça c'est indéniable. Et ce qu'on remarque, c'est que dans les interviews des personnes qui s'en sortent, lorsqu'on parle aussi aux bourreaux qui eux-mêmes, une fois qu'ils sont en prison, voilà, expliquent, racontent un peu ce qui se passe, comment ça se passe. Ce qu'on remarque, c'est que souvent, les personnes qui ont réussi à créer des liens dans ces contextes de rapports de pouvoir complètement asymétriques, créant des liens humains, de compréhension mutuelle des circonstances, parce qu'en fait, le mec qui te kidnappe, en fait, il vit pas là sa meilleure vie. Il vit une vie de Mmh. merde. Et toi, il vit Mmh. encore plus de merde parce que tu viens de te faire kidnapper. Mais en fait, lui aussi, il vit pas une super vie. Et le fait de pouvoir se connecter à un moment donné sur quelque chose en commun, jouer aux échecs par exemple, ou juste discuter, ça peut complètement modifier les rapports de pouvoir au point que on augmente ses chances de survivre aussi. Donc ça va même, il y a même une conséquence matérielle claire qui est que selon les études en tout cas que j'ai pu voir, on augmente nos chances de survie parce que on a réhumanisé,
on a reconnecté, Mmh. malgré ces Mmh. rapports de pouvoir complètement asymétriques et cette volonté C'est ça, affichée de l'un de vouloir tuer l'autre. Enfin, tu vois, c'est quand même très c'est clair. ça, c'est ça. C'est tout l'enjeu, pour le dire, tu vois, peut-être en un mot, c'est comment on résiste à la déshumanisation Mmh, réciproque. Tu vois? En fait, c'est vraiment quand c'est ça la vraie résistance aujourd'hui, tu vois? C'est-à-dire, c'est là où on devrait être, des résistants. C'est tout ce qui fait qu'on pourrait déshumaniser certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et donc diaboliser, tu vois, l'autre, quand bien même il ferait, des choses, atroces. Et je pense que l'idée, c'est pas, de déresponsabiliser, de dire: tout à fait. «Non, mais» tu vois, c'est pas de justifier, de dire: «En fait, il faut comprendre que s'ils en sont à kidnapper, c'est parce qu'ils ont eu une enfance, tragique», oui, enfin, je veux dire, les violeurs aussi, enfin, tu vois? Donc c'est pas de déresponsabiliser l'autre sur ses actes, mais c'est de ne pas en faire un monstre inhumain, voilà. C'est d'essayer de continuer à pouvoir se relier et à s'adresser à l'humanité de l'autre. Mmh, C'est-à-dire, tu vois, c'est vraiment, ça, ouais, c'est vraiment, je pense, un défi. Et encore une fois, je pense que c'est un apprentissage au sens où je pense que le dialogue, la coopération, pour revenir à ce terme, c'est l'autre loi de la jungle, quoi, si je puis dire. mmh, C'est aussi naturel que la compétition et la guerre pour l'homme. Hem, mais en fait, donc c'est quelque chose qui est naturel pour nous, mais qu'il faut encourager et développer par la culture et qu'il faut cultiver. Voilà, c'est pas parce que c'est un potentiel naturel mmh. que ce potentiel, il se manifeste, nécessairement. Il faut, en prendre soin et il faut le faire, voilà, le faire fructifier. Ouais, la coopération a un potentiel dont il faut prendre soin. Tout à fait d'accord avec Exactement. toi et ce que tu viens de dire, c'est je suis pleinement en accord et en même temps, c'est tellement difficile à entendre pour certaines, pour les victimes notamment. L'idée, de se relier humainement au bourreau, waouh, ça paraît être impossible. C'est le truc, mais jamais de la vie je veux faire ça. Dans ton livre, tu parles un petit peu de la justice restaurative et de ce qu'elle permet de faire. Là-dessus, il y a pas mal de travaux, qui émergent depuis quelques années, qu'on expérimente avec la justice restaurative, notamment en France, mais pas que, et qu'on en voit, ses effets bénéfiques pour les victimes. C'est Mmh, pour les victimes qu'on le fait, avant tout. mmh, Et ça, c'est tellement difficile à entendre parfois qu'on l'oublie, mais, mmh. mais c'est bien de le rappeler que on le fait pas pour les bourreaux, pour être gentil avec eux. On le fait parce que les victimes, quand ils font ce processus de rentrer en humanité avec l'autre, se sentent mieux, vivent une meilleure vie, sont plus apaisés. Mais de fait, ce qu'on constate pour la justice restaurative, c'est que ça répare, alors pas toujours systématiquement, mais c'est vrai que les Mmh. résultats sont très bons. Ça répare tout le monde un peu. C'est-à-dire, Oui. non seulement, il y a un effet incroyable pour les victimes, mais on observe aussi que pour un certain nombre de bourreaux, enfin de coupables plutôt, en fait, ça fait aussi, bouger, quelque chose, Bien chez sûr. eux. Donc, mais tu vois, c'est quand même, enfin, je pense que c'est peut-être pour terminer sur ça, je le dialogue, moi, je trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup de limites au dialogue et une infinité de vertus. Heu, mais il y a des moments, notamment, en fait, quand tu es dans une situation de violence, c'est pas le moment de dialoguer, quoi. Mmh. Quand tu es dans une situation de violence, tu te protèges. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut dialoguer tout le temps et que, tu vois? Non, quand tu es face à quelqu'un, qui est, violent et notamment physiquement, mais il y a aussi des violences psychologiques, la première chose, c'est que tu te protèges. Après viendra peut-être le temps du dialogue. Mais Mmh. tu vois? Voilà, c'est moi, je crois beaucoup aux vertus du dialogue pour, réparer la violence, mais lorsque la violence se produit, la première chose, c'est pas dialoguer. La première chose, c'est qu'on se protège, Mmh. comme on peut. Quand on peut, comme on peut, quoi. Voilà. Ouais, tout à fait. Merci de le rappeler. Et j'allais lire un passage de ton livre qui résume tout ça, et je pense que tu viens de le faire, donc je vais pas, je vais pas le lire, c'est très très bien. Je le montre juste à l'écran pour qu'on se rappelle. Savons-nous encore dialoguer par Marion Genève, qui vient de sortir du coup chez les éditions Équateur. On pouvait l'offrir ou tout simplement le prendre pour une lecture estivale.
cet été. Ça se lit bien, c'est pas une lecture, je trouve, trop dense. Enfin, je trouve qu'on peut se l'imaginer à la plage. Alors ça reste un truc un peu intellectuel à la plage. On a pas mal de références intellectuelles. J'adore la référence à Habermas, évidemment, parce que moi je suis très très fan de ce postulat, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est accessible, donc je vous encourage, et c'est relativement court aussi, donc je vous encourage à le prendre pour cet été, si vous voulez lire autre chose que de la romance, de la dark romance sur votre, sur votre longère. Alors, Marion, on a passé 1 heure à décortiquer un peu ces enjeux d'inégalité dans le dialogue, ce que c'est que le dialogue, le débat, comment est-ce qu'on distingue les deux. Tu nous as donné pas mal de conseils. À la fin de cette heure, est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter, une référence, une citation, un poème, peu importe, quelque chose que tu aimerais ajouter à la fin de cette heure, où tu trouves qu'on a bien fait le tour du sujet? Écoute, moi, il y a une citation, par laquelle, j'ouvre, mon essai, qui est d'un philosophe, et maître spirituel, enfin maître bouddhiste en l'occurrence, qui s'appelle Daisaku, Ikeda. Je le mentionne plusieurs fois dans l'essai parce que c'est quelqu'un, voilà, qui m'a beaucoup accompagnée et qui est aussi, central dans mon cheminement. Et il dit: «C'est dans un océan de dialogue qu'une personne peut véritablement trouver son humanité». Voilà, et donc je trouve que c'est très beau, très juste, et je voudrais juste ajouter que, voilà, ce que j'ai déjà, partagé avec toi, mais qui me semble vraiment important, c'est que, voilà, dialoguer, ça s'apprend. C'est vrai que c'est exigeant, mais à chaque fois qu'on arrive à le vivre, et je pense que tu me démentiras pas, c'est extrêmement puissant. C'est peut-être même une des expériences les plus puissantes qu'on peut Hmm, faire en tant qu'être humain. hmm. Sur ces beaux mots. Mario, merci beaucoup pour cette heure passée ensemble. À tout le monde qui nous a regardé, ben, merci de nous avoir suivis tout du long. On retrouve cet épisode en podcast dans quelques semaines, peut-être quelques mois. Je prends un petit peu de temps en général pour le faire sur des pathologies. Et puis, on se retrouve, si tout se passe bien, le mois prochain pour un autre live. Bon après-midi et bonne semaine à toutes et tous.